je suis John Mazzella, je suis le directeur général de Codinf et merci encore au DLR d'avoir voulu qu'on puisse mettre en place ce webinaire pour l'ensemble des adhérents. Et donc, on a convié Maître Blandel, avec qui on travaille sur des sujets liés notamment à la prévention contre les risques d'impayés et le recouvrement d'impayés. Donc, il connaît bien ces sujets. Et donc, il aura l'occasion de vous faire justement une présentation et de répondre à vos questions. Alors, je vais juste m'assurer que tout le monde voit bien Maître Blondel. Oui. Donc là, ça a été t'es mis en évidence. Donc tout le monde voit, Ok, tout le monde te voit. je remets la cravate un peu là. Je me suis Exact, fait j'ai chic. vu. J'ai vu. Super. En tout cas, on est heureux de t'avoir avec nous et n'hésitez pas à interagir, à poser des questions. C'est vraiment l'occasion. Et puis après, s'il y a besoin de refaire un autre échange ou de prendre contact avec Maître Blondel, je suis sûr qu'il sera ravi de pouvoir poursuivre ces échanges. Donc voilà, merci encore d'être avec nous, Maître Blondel, et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci John, hein, merci Codinf et merci la DLR, effectivement. Pour me présenter rapidement, j'ai 20 ans de barreau derrière moi et c'est vrai que depuis de nombreuses années, on a un petit cabinet hein, familial. On s'intéresse à l'entreprise et au recouvrement, à cette problématique des impayés, de la trésorerie qui est quand même le nerf de la guerre des entreprises. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous faire alors, 1 heure, ça a l'air long, mais c'est finalement pas très très long. Donc si vous voulez interagir, je ne sais pas comment vous voulez fonctionner, ou alors je présente et puis après on pose des questions. Je vais vous présenter surtout la façon d'anticiper un peu les risques, ce qui va vous permettre peut-être de vous interroger si sur les contrats que vous avez en cours ou les conditions générales que vous avez et que vous appliquez aujourd'hui face à vos clients, voir comment on peut éviter au mieux les impayés, hein. C'est pas forcément à 1000% sûr, mais vous pouvez anticiper, les éviter ou en tout cas arriver à sécuriser les relations ou en tout cas mettre des signaux d'alerte qui vous permettent d'éviter d'avoir des casseroles trop grosses et qui viendraient affecter votre trésorerie. Euh, vous êtes dans la filière du matériel, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que vous vendez du matériel à vos clients, vous louez du matériel à vos clients et vous assurez certainement un service après-vente, en tout cas un entretien du matériel pour poursuivre les locations ou effectivement les vendre. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais c'est à peu près ça. Moi, j'ai un certain nombre de clients assez gros aussi qui font ça et c'est vrai que alors moi j'ai une casquette très opérationnelle, contentieux, donc je le vois sur le terrain et devant les juges, qu'est-ce qui peut manquer dans des dossiers et même des dossiers des sociétés qui sont importantes, qui ont pignon sur rue, qui font de la location de matériel de chantier et on a une difficulté opérationnelle quand il manque des pièces. Donc il faut bien prévoir tous ces éléments parce que le débiteur est souvent de mauvaise foi. C'est assez rare quand même ils viennent à la barre. Il y en a, hein, pourtant, il y en a qui viennent à la barre et qui vont dire oui, je reconnais devoir de l'argent, j'ai eu des difficultés, je demande des délais de paiement. Bon, on se demande toujours pourquoi ils ne payent pas, ils commencent pas à payer des échéances, mais bon, il peut arriver d'avoir des débiteurs de bonne foi. Alors, euh, le contrat, c'est la base de vos relations commerciales avec vos clients. Donc, le contrat, ça doit être votre premier outil de gestion, finalement, pour protéger votre trésorerie et votre relation client. Donc, on va voir d'abord un peu les relations commerciales, faire quelques principes de base que vous connaissez, mais ça va vous permettre aussi de revoir un peu vos bases là-dessus. Un contrat, il doit être écrit. On est en matière commerciale, ça veut dire que le contrat, c'est pas une obligation d'avoir un écrit. Rappelez-vous bien qu'en matière commerciale, la preuve est libre. Vous pourriez très bien, et ça arrive, hein, ne pas avoir de contrat parce que vous avez un flux
commercial avec un client habituel, et puis finalement, c'est un coup de téléphone, un mail, tiens, tu me commandes ça, ok, je te l'envoie dans 8 jours, je te le fais déposer, etc. En soi, il n'y a pas vraiment forcément de contrat écrit si vous ne faites pas signer un devis ou il y a un bon de commande, mais ça n'empêche qu'il y a une relation commerciale qui se crée et ça vaut contrat. C'est assez faible en termes de preuves, mais le fait de démontrer que vous avez une relation commerciale et même un mail, voire même un SMS, hein, où votre client dirait OK, je suis d'accord avec un minimum comme d'éléments, d'accord sur le prix, sur deux, trois lignes, ça vaut contrat. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus sécure pour vous. Donc un contrat écrit, il peut être sous plusieurs formes, hein, on ne demande pas 50 pages, mais j'imagine que vous utilisez, vous faites signer un devis et peut-être qu'au dos, vous avez des conditions générales avec un certain nombre de dispositions. Ça, c'est un contrat. Ce qu'il faut, surtout, c'est si vous avez ce type de document avec des conditions générales au verso, attention, j'ai vu des débiteurs de très mauvaise foi qui vont vous dire, bah, écoutez, c'est gentil vos conditions au verso, mais je les ai pas signées, j'en ai jamais eu connaissance, donc elles ne me sont pas opposables. Faites très attention à l'opposabilité des conditions générales, parce que c'est un argument qu'on peut sortir quand on est un débiteur pour dire, ben moi je les connaissais pas, donc votre clause pénale, les taux d'intérêt, la réserve de propriété, tout ça ne m'est pas opposable, et voire même la compétence territoriale de la juridiction, si vous saisissiez le tribunal, peut être mise en cause parce que vous justifiez pas de l'opposabilité des conditions générales. Donc commercialement, je sais que c'est pas forcément évident de faire signer ou parapher ou tamponner les conditions générales, hein, mais il faut le faire, si vous pouvez le faire, voire même sur le bon de commande ou le devis au recto, rappeler les clauses principales en petites lignes tout en bas souvent, il y a souvent un paragraphe, rappeler les éléments principaux, de la réserve propriété, les taux d'intérêt de retard, les clauses pénales, tout ce qui est un peu la sanction en réalité, hein. Rappelez-les sur le recto du devis qui doit être signé, hein, on est bien d'accord, hein, parce que des devis non signés, il y en a aussi, et finalement on n'a que la facture derrière. Alors sachez, je sais pas si parmi vous, vous travaillez sur Rungis, mais John, on connaît bien. À Rungis, il y a un régime très particulier, rien n'est signé. On est à l'ancienne. Sur les marchés d'intérêt nationaux, il n'y a pas que Rungis, hein, il y en a plusieurs en France. Vous avez une coutume qui est reconnue par les tribunaux et la cour d'appel, la cour de cassation, où on ne signe rien. Mais si vous sortez de Rungis, alors pour faire partie de cette coutume, il faut que le client vienne sur place, récupère le matériel sur place, et là on considère que c'est la coutume de Rungis ou des marchés d'intérêt nationaux qui s'appliquent. Alors peut-être dans votre cas, il y a pas, vous n'êtes pas forcément situé sur des marchés d'intérêt nationaux, donc il faut absolument vous constituer un dossier solide avec les signatures des devis ou d'un contrat voilà, qui doit être derrière exécuté, et ensuite vous serez à peu près tranquille. Dans vos conditions générales, bon, vous avez un certain nombre de clauses qui sont assez habituelles, mais en fonction de votre activité, si vous faites de la vente ou de la location ou de la maintenance, ben, il faut bien prévoir quand même les règles du jeu. En fait, les conditions générales, ça n'a pas besoin d'être très compliqué, c'est simplement comment ça fonctionne. Donc il faut aussi vous mettre dans l'opérationnel de votre activité, vous dire, bah, en réalité, quand je fais de la location de matériel de chantier, d'abord, il faut que mon client me donne une assurance hein, en cas de vol du matériel. En cas de dysfonctionnement du matériel, il faut que dans les 3 jours, on ait un recommandé de sa part. Enfin voilà, c'est à vous de fixer les règles du jeu. Moins vous fixez les règles du jeu, plus vous laissez de la marge au débiteur pour être de mauvaise foi et contester. Donc soyez bien clair, cadré sur vos conditions générales et les clauses de vos contrats. Pareil, en cas de vente, est-ce que vous avez dans vos contrats une clause de réserve de propriété? Elle est importante, cette clause,
Parce que tant que vous n'êtes pas réglé intégralement, ben, vous restez propriétaire de la marchandise que vous pourriez récupérer. Donc c'est un moyen quand même un moyen de pression important sur un débiteur. Et puis si le débiteur est en faillite, liquidation judiciaire, vous avez un droit de revendiquer votre matériel par rapport à d'autres créanciers qui seraient aussi sur le dos du débiteur. Ça c'est important. Euh, Après, vous aurez peut-être des cas ou des exemples un peu précis de difficultés que vous rencontrez, hein. Mais voilà, la base de la sécurité juridique, c'est votre contrat, c'est vos conditions générales, c'est des clauses qui permettent de bien identifier votre mode de fonctionnement, tout comme quand vous faites de la location, euh, bah, votre matériel que vous louez, est-ce il est neuf, il est en mauvais état, en moyen état? Faites signer un reçu, quelque chose quand même, quand vous louez une voiture à titre personnel, eh ben, souvent le loueur il vous fait le tour du matériel. Et puis maintenant, c'est même sur des tablettes, j'ai vu ça la dernière fois, où vous signez, il y a les photos directement, et puis vous recevez un mail contradictoire avec les photos du véhicule avant même d'y être entré. Il faut que vous ayez des moyens de démontrer que quand vous louez du matériel neuf, bah, il était neuf. Parce que si vous n'avez pas d'état des lieux d'entrée, je dirais, même comme un logement, quand vous louez un logement, si vous n'avez pas d'état des lieux au moment où vous faites la location, bah, le débiteur qui va vous rendre le matériel dans un état pitoyable va vous dire bah, prouvez-moi que vous m'aviez loué un matériel qui était neuf. Donc là aussi, tout ça, ça doit être bien précisé. Et une fois que c'est précisé, parce que il y a l'écrit, mais après il y a l'opérationnel. N'oubliez pas que quand c'est précisé dans vos contrats, il faut l'appliquer, parce que ça aussi, hein, c'est pas toujours appliqué. Donc dans vos sociétés, il faut que vos process soient très carrés entre le commercial qui va faire signer et l'exécutant. Il faut qu'il y ait vraiment une cohérence et une coordination pour que les clauses soient appliquées, les délais, les relances, et si par exemple, l'assurance n'est pas donnée par le client, ne lui donnez pas le matériel. Voilà, faut arriver à dire non, parce que sinon, c'est vous qui prenez le risque derrière d'avoir un problème de matériel à restituer ou non restituer. Donc ça, le contrat, n'hésitez bon, je ne sais pas si vous avez une question, vous pouvez toujours m'interrompre, hein, et voilà, ce que je voulais bien insister, c'est l'opposabilité de vos contrats et des conditions générales. Et sachez aussi qu'une facture ne vaut pas contrat. J'ai des clients où il n'y a pas de devis, il n'y a pas de bon de commande, et puis finalement, ils n'envoient que les factures, mais les factures n'est pas un contrat. La seule façon de s'en sortir, c'est de démontrer que vous aviez une relation commerciale antérieure à votre facture, avec des conditions générales au dos des factures, qui permettraient de dire au juge, qu'il l'accepte en général, que compte tenu de la relation commerciale antérieure et du paiement de factures antérieures, le client était nécessairement au courant des conditions générales qui étaient au verso des factures. Mais sinon, sachez que les conditions générales ne sont opposables au plus tard qu'à la signature d'un devis ou d'un bon de commande. Sauf exception, ce que je viens de vous dire, où on peut se rattraper sur une relation antérieure. Mais si c'est la première prestation que vous rendez à un client, s'il n'y a qu'une seule facture et que cette facture n'est pas payée, vous allez avoir beaucoup de mal à rendre opposable aux conditions générales. Dans vos conditions générales et vos contrats, bien entendu, si vous ne le pratiquez pas, il est fort conseillé de demander un acompte, même si commercialement, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, quelle que soit la profession, maintenant, il y a tellement de problèmes de trésorerie. Ne commencez pas à louer avant, même à vendre, hein, s'il y a un délai ou un échéancier. Prenez un acompte, c'est indispensable pour vous préserver au moins une part de trésorerie. Et d'ailleurs, celui qui refuserait de vous payer un acompte, c'est déjà un signal faible qui doit vous alerter pour considérer que c'est pas forcément un bon payeur pour la suite. Jean Gratien, je me permets, j'ai des questions dans le chat. Je Ouais. pense que c'est une bonne pratique. N'hésitez pas Alors c'est vrai que je regarde pas le chat, hein, mais dans le chat, mais je t'en prie, je peux le faire si tu veux pour ouais. toi poser.
Donc il y a deux questions. Une question de Dimitri Delaunay. Est-ce que la facture ne vaut pas contrat, même si celle-ci a été signée par le client? Alors, bah, ça peut valoir, ça peut valoir contrat. En fait, le contrat, comme le contrat est libre, le fait d'avoir une facture signée, ça crée un lien contractuel. Je suis d'accord. On pourrait l'utiliser. Ça rend pas forcément opposable derrière les conditions générales. C'est la même chose, c'est le même problème. Ce qui serait bien dans ce cas-là, c'est que le client signe la facture au recto et au verso, si c'est derrière vos conditions générales. C'est vrai, j'ai un client régulièrement dans le monde du semi-grossiste de boucherie, donc un peu on travaille à l'ancienne, il n'y a pas de bon de commande, il n'y a rien, on n'est pas sur un geste du tout, donc là j'ai besoin d'aller au tribunal avec des éléments signés, et c'est vrai que le seul document qu'on a, ce sont des factures pas signées, mais tamponnées par le client. On a déjà tenté avec des signatures uniques, hein, sans tampon. Le juge nous avait répliqué, attendez, signature sur facture, ok, mais qui me prouve que c'est quand même pas vous qui l'avez signé à la place du client. Donc le doute, malheureusement, il profite même au débiteur de mauvaise foi qui n'est même pas présent à l'audience. Mais le juge, spontanément et d'office, va mettre en cause quand même le fait que vos factures sont signées. Il n'y a pas d'autres éléments qui permettent de justifier que c'est le client. Donc il vaut mieux ne pas les faire signer, mais un coup de tampon. Et là, oui, sur la facture, ça a une portée suffisante en tout cas, même en référé, un juge peut accepter avec le tampon du débiteur, il considérera que le débiteur a accepté la facture, finalement. D'accord, très bien. J'ai Ouais, une seconde question. ouais. Alors, j'ai deux autres questions. Le premier, c'est le montant de l'acompte est-il encadré? Je vais faire de ma part, non. Enfin, le montant de l'acompte, est-ce qu'il est encadré? Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de cadre, mais plus il est élevé, meilleur c'est, bien sûr. Personne. Mais vous pouvez même être payé 100% d'avance, hein, pourquoi pas, hein. Tout est possible. J'ai du mal à croire qu'un client l'accepte parce qu'il va toujours négocier. Mais prenez au moins un tiers. Enfin voilà, la pratique, j'imagine. Après, peut-être dans votre domaine d'activité, vous avez des pratiques particulières, mais en général, si déjà vous avez un tiers, ça peut couvrir peut-être même le coût de la machine si elle est d'occasion, hein. Et préservez-vous une marge d'acompte suffisante pour vous dire si jamais il me la met à l'envers derrière, j'aurais au moins pris ça et ça sera un peu moins affecté, ma trésorerie sera un peu moins affectée là-dessus. Mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi, de disposition dans le code de commerce. On n'est même pas obligé de prendre d'acompte, hein. On fait ce qu'on veut. Et la question suivante, c'est si la facture n'est pas signée, que l'acompte a bien été payé, mais pas le solde, est-ce que la facture, est-ce qu'elle est quand même engageante? Euh, Oui, est-ce que- effectivement, c'est un signal aussi. On est dans un genre de faisceau d'indices favorables parce que si un client vous verse un acompte sur la base d'une facture, euh, derrière, il aura quand même du mal à contester, de voir le solde. Alors, il pourrait très bien dire la prestation que vous m'avez rendue, j'étais pas d'accord, c'est contesté, mais c'est quand même à lui de le démontrer. Donc, celui qui paye une partie de facture, même si elle n'est pas signée, même si elle n'est pas tamponnée, c'est un bon signal pour dire, regardez, il a commencé à exécuter son paiement, donc il n'y a pas de raison qu'il n'exécute pas le solde. Oui, c'est un bon élément, mais c'est pas suffisant, mais c'est un élément qui pourrait démontrer qu'il y a une relation contractuelle qui s'est créée et ce début de paiement permet de justifier qu'il doit un solde et qu'il n'y a pas de raison qu'il ne le paye pas. D'accord. Alors, une dernière question, et puis je vais te laisser avancer avec ta Ouais. présentation. Quand l'entreprise de bâtiment fait défaut, est-ce qu'on peut se retourner contre le donneur d'ordre, par exemple un promoteur, en cas de défaut de paiement de Alors, l'entreprise de bâtiment? ouais, il y a toujours la possibilité, action directe possible contre le maître d'ouvrage. On peut, de toute façon, il faut le mettre en demeure. Il faut mettre en demeure tout le monde. Dans la pratique, le débiteur défaillant, bon, vous le savez souvent trop tard, vous l'avez mis en demeure de payer, il ne paye pas, vous vous retournez contre le maître d'ouvrage, et c'est le maître d'ouvrage qui devra justifier, si on est dans de la sous-traitance, qui devra justifier
qu'il a déjà payé. S'il a déjà payé derrière, ça va être compliqué d'obtenir quelque chose. Mais on peut se retourner contre le maître d'ouvrage, on peut. Après, il faut voir quel est le contrat qui a été signé quand vous êtes dans de la sous-traitance, si c'est un marché public, un marché privé. Voilà. Mais c'est vrai que ça commence déjà à devenir compliqué pour vous si le débiteur est défaillant. Il faut essayer de se raccrocher à toutes les branches. Après, c'est du cas par cas pour le coup, mais il faut tenter, quoi qu'il arrive. L'entreprise cliente qui vous paye pas, vous montez au-dessus et puis vous créez un peu le chaos pour essayer de vous faire payer. Parce que dans la pratique, c'est celui qui fait le plus de bruit, le plus pénible, qui est payé le premier. Hein. Y a pas de miracle. Hein. Donc ne croyez pas qu'en envoyant 50 mises en demeure sans réponse, vous n'êtes pas le seul créancier en général. Ça commence très mal. Donc c'est celui qui est le plus rapide et le plus méchant d'une certaine façon qui va peut-être obtenir quelque chose. J'ai Merci, répondu? c'était une bonne question. T'en as une autre, non? Non, ça va pour l'instant, je te laisse avancer avec ta présentation. Merci. Pour rester un peu sur le contrat, et après je passerai un peu sur notre sujet, mais sur le contrat, attention aussi de bien prévoir des clauses, une clause de suspension de la prestation. C'est-à-dire que bah, si vous n'êtes pas payé, vous permettez de suspendre aussi votre prestation, la location par exemple du matériel, quitte à le récupérer. Voilà, un moyen de pression. Tous les moyens de pression sont bons pour limiter la casse. Sachez aussi que le code de commerce, le code civil même, prévoit que vous pouvez bénéficier de l'exception d'inexécution, qui consiste à quoi? À dire que ben, si mon co-contractant n'exécute pas son obligation, je peux moi-même ne pas exécuter mon obligation. Si tu ne me payes pas, ben, j'arrête de te louer. Ça peut se justifier. Bien entendu, il faut au préalable envoyer un courrier recommandé, privilégier le recommandé dans ces cas-là et avertir, informer le débiteur que s'il ne paye pas dans les 8 jours, on suspend la location, voire on récupère le matériel. C'est mieux. Les conditions, les conditions générales vont vous permettre d'être dissuasif aussi par rapport à un client qui vient contracter avec vous. Mais même si vous n'avez pas cette clause dans le contrat, la loi vous permet en tout cas de soutenir une exception d'inexécution. Voilà. Pareil de l'autre côté, le débiteur, s'il n'est pas satisfait par ce qu'il a commandé, il peut aussi suspendre. Ça se joue dans les deux sens. Hein. Ensuite, dans les contrats, mais bon, c'est pareil sur les factures, il faut le répéter à chaque fois, et c'est dans le cadre du recouvrement aussi. Les pénalités de retard. Souvent, vous indiquez le taux légal parce que vous avez finalement des vieux bons de commande, des vieux devis et vous avez maintenu le taux légal. Le taux légal, maintenant, c'est 3 fois le taux légal. La loi a relevé le niveau. Il est préférable soit de ne rien mettre sur le taux d'intérêt légal par défaut, quand il n'y a pas de mention, c'est le taux de la Banque centrale européenne qui s'applique, qui est à peu près le taux légal, plus 10 points. Donc déjà, vous prenez 10 points tout de suite en intérêt de retard, ce qui peut être aussi très dissuasif. Donc parfois, vaut mieux ne même pas mettre le taux d'intérêt et laisser le droit commun s'appliquer. Et par défaut, je vous dis, c'est BCE plus 10 points. Donc ça peut être aussi très intéressant. Mais sinon, à minima, c'est 3 fois le taux légal. Il y a des juges au commerce. Rappelez-vous bien les juges du tribunal de commerce, parce que ça sera votre juridiction privilégiée hein, dans les contentieux, les juges au commerce sont des chefs d'entreprise. Ils ne sont pas forcément aguerris en droit, mais ils s'adressent à des chefs d'entreprise. Et je vois souvent en matière de référé un juge qui a du mal à se dire ben attendez, dans les conditions sur vos factures, vous avez mis taux légal. Nous, on dit bah oui, mais par défaut, le minimum, c'est 3 fois le taux légal. Et vous avez des juges qui vont dire bah non, mais comme vous l'avez écrit, taux légal, c'est pas 3 fois. Enfin, il y a des juges qui ont quelques difficultés avec les intérêts de retard. Donc, moi, je vous conseille à ce moment-là, soit vous mettez BCE plus 10,
soit 3 fois le taux légal, soit vous mettez rien, et ça sera de toute façon par défaut le BCE plus 10. Pareil pour l'indemnité forfaitaire de recouvrement, 40 euros. Ça a l'air de rien, mais si vous avez 10, 15, 20 factures, c'est super dissuasif. Et il faut pas. Et ça, c'est un poste qui passe à chaque fois devant le tribunal, devant le juge, il accepte, il n'y a aucun problème. La loi, même si vous ne le mentionnez pas dans vos conditions, c'est mieux de le faire. La loi vous accorde 40 euros par facture impayée dans le délai. Donc, on peut même réclamer une facture qui serait payée hors délai, on pourrait réclamer 40 euros. Ça passe pas toujours devant le juge parce que là encore, il a un peu de mal à considérer que une fois que c'est payé, il y a quand même une indemnité forfaitaire de recouvrement, mais elle reste due. Il peut arriver aussi que une facture de 2,50 €, normalement, elle doit générer 40 euros de pénalité, d'indemnité forfaitaire. Vous avez des juges qui ont un peu de mal aussi d'accorder 40 euros pour 2 euros de retard, mais si vous avez une facture à 2 euros, si elle est en retard, c'est 40 euros. Donc ça peut coûter cher à un débiteur, même les petites sommes. Il n'y a pas de, vous me poserez peut-être la question, mais il n'y a pas de montant minimum pour saisir le tribunal. Il peut m'arriver de saisir le tribunal en référé pour 300 euros. Et finalement, à la fin, le débiteur, il s'en prend pour 1000 euros entre les frais, les pénalités, les intérêts et la facture principale. Ça va lui coûter 1000 euros pour ne pas avoir payé 300 euros. Et ça, je peux vous dire, c'est très dissuasif, c'est une sanction, et ça permet de passer un message aussi au débiteur. On ne se laisse pas faire, et si vous nous devez de l'argent, ne vous inquiétez pas, on va au tribunal, on n'a pas peur d'aller engager des frais, parce que oui, ça va vous coûter plus cher que la facture, mais normalement, vous êtes remboursé et voire plus derrière. Et il est évident qu'il est plus facile de recouvrer une créance de 1000 euros que de recouvrer 50 000 euros. Hein. Donc n'attendez pas. Ça fait partie un peu de la stratégie aussi de recouvrement. N'attendez pas d'avoir un compte client qui devient affolant. Allez-y tout de suite, mais on verra peut-être ensuite un peu le process de recouvrement et de la stratégie. Donc voilà, c'était pour vous rappeler que pénalité de retard, c'est super important. L'indemnité forfaitaire de recouvrement aussi. Indiquez ça partout. Recto, verso, bon de commande, facture, vous l'indiquez un peu partout. Sachez, mais ça, je pense que c'est indiqué aussi dans vos conditions générales, sur la responsabilité. Le locataire, il devient gardien de votre matériel pendant la location. Mais indiquez-le, même si ça vous paraît logique, indiquez-le noir sur blanc. Le transfert de la garde, il se fait pendant la location. C'est pour ça qu'il faut que le locataire vous donne une assurance contre le vol ou toute autre bris de machine s'il loue. Et si vous n'avez pas sa police d'assurance qui couvre votre matériel, ne louez pas, vous prenez un risque. Gardien du matériel, c'est-à-dire que c'est lui qui est responsable pendant la location. C'est pas vous qui assurez cette responsabilité. Donc voilà, l'assurance c'est très important pour vous garantir contre une difficulté sur le matériel que vous pourriez louer. Jean-Gratien, j'ai d'autres Ouais, questions ok. dans le chat. La première, c'est comment récupérer un matériel loué quand le client est en liquidation judiciaire. Bah, justement, c'est un peu la clause de réserve de propriété. C'est pour ça qu'elle est assez essentielle. Vous avez un droit de revendication, puisque à partir du moment, d'abord loué, le matériel n'est pas vendu, hein, donc il vous appartient toujours. Et même si vous le vendiez et qu'il n'était pas payé, vous avez cette clause de revendication possible. Il faut écrire au mandataire judiciaire et en principe, la revendication, elle doit se faire très rapidement. Hein. Il me semble qu'il y a un délai, alors j'ai plus en tête. Mais en tout cas, il faut être très diligent. Faites une veille sur les. Vous pouvez poser une veille sur via Infogreffe, même le Bodac, hein, vous permet d'avoir une veille sur vos clients, sur les entreprises, et être très réactif parce que personne ne va vous dire que je suis en liquidation ou en redressement judiciaire. Certains débiteurs de bonne foi vont effectivement dire au mandataire ou vous informer, bah, je suis en difficulté, ça y est, j'ai ouvert une procédure de redressement de liquidation judiciaire, mais certains aussi vont ne rien dire et finalement les délais vont passer. Sachez que vous avez 2 mois pour déclarer vos créances. La revendication aussi, elle doit se faire dans un certain délai.
Euh, Mettez une veille, c'est pas compliqué. Je crois qu'Infogreffe, il faut être abonné annuellement, mais c'est pas hyper cher, mais ça peut valoir le coup. Puis il y a d'autres systèmes, hein, même avec Codaf. Hein, John, il y a une veille aussi de ton côté là-dessus. C'est essentiel, les remontées de l'information. Le pouvoir de l'information, il est essentiel pour vous. Euh, c'est ça qui va vous permettre de prendre des bonnes décisions et d'être réactif et de limiter la perte de trésorerie. Exact. Merci pour la réponse et pour le clin d'œil. Effectivement, ça fait partie des actions que l'on met en place pour les adhérents du DLR, la possibilité d'avoir une veille sur leurs clients et de recevoir des alertes en cas de redressement judiciaire, liquidation judiciaire, et puis tous les événements qui peuvent venir influencer de manière positive ou négative la solvabilité de l'entreprise. J'ai pas mal de questions dans le chat. Je vais les prendre les unes après les autres ou peut-être en sélectionner, en regrouper quand il y en a Oui. qui vont dans la même direction. Et puis, euh, ok, là, j'ai une question concernant la clause de réserve de propriété. Sur son application, en cas de matériel loué, est-ce qu'elle s'applique également? Est-ce qu'elle est limitée à la vente de matériel? Alors, c'est vrai que la réserve de propriété, elle concerne plus la vente, je dirais, puisque c'est là où il y a un transfert de propriété. Mais le transfert de propriété, il est décalé tant que le prix n'est pas totalement payé. S'il n'y a pas de clause de réserve de propriété, il peut y avoir une difficulté parce que à partir du moment où il y a un accord sur la chose et sur le prix, ça vaut vente. C'est un principe de droit de base. La clause de réserve de propriété permet de décaler le transfert de propriété jusqu'au terme du paiement. Donc, ça vous permet de revendiquer votre bien, d'aller le chercher tant que vous n'êtes pas payé. Ce qui vous donne donc un droit, le transfert de la propriété n'étant pas transféré, le mandataire judiciaire ne pourra pas considérer que c'est devenu un actif du débiteur. Donc ça, c'est important. Dans la location, finalement, la location, le matériel n'a pas été transféré. La propriété n'a pas été transférée, donc il vous appartient toujours. Donc dans la location, vous pouvez toujours indiquer une clause de réserve de propriété, mais dans les faits, le matériel n'appartient pas au débiteur. Donc vous pouvez le récupérer. Reste à savoir maintenant où est-ce qu'il est le matériel, parce qu'on a des cas, oui, je suis en liquidation judiciaire, mais non, j'ai jamais eu votre matériel, je ne sais pas où il est, et finalement le débiteur, une fois qu'il est en liquidation, il n'a plus la main vraiment sur la société. Donc, il ne va pas faire d'effort pour vous retrouver votre matériel qui a peut-être déjà vendu. Hein. La clause de réserve de propriété vous permet aussi, si jamais votre débiteur avait revendu votre matériel, d'aller le chercher chez l'acquéreur qui a acquis sans forcément savoir qu'il n'appartenait pas à celui qui lui a vendu. Donc, c'est important aussi la réserve de propriété pour ça. Donc ça, c'est assez fort, hein. La clause de réserve de propriété, elle est importante, il ne faut pas l'oublier. Il faut la rédiger convenablement hein, pour qu'elle soit claire. Mais ça, vous retrouvez assez facilement des modèles de clause de réserve de propriété. Mais je suppose que vous avez tous une clause de réserve de propriété, mais rappelez-la quand même sur le recto de vos factures, bon de commande, au cas où le débiteur de mauvaise foi viendrait vous dire mais vos conditions générales ne sont pas opposables, je ne les ai pas signées. À partir du moment où elles sont au recto, il y a quand même du mal à vous opposer ça parce que en général il signe au recto ou même les factures sur le recto, même en petite ligne en bas, suffiront à démontrer s'il y a eu une relation commerciale antérieure. En lien, merci pour cette réponse. En lien avec cette question sur l'arrêt de la location en cas de non-respect de la part du client de ses obligations, est-ce que la clause également s'applique dans ce cas-là? Quels sont les cas où on peut arrêter la location et aller récupérer son matériel? À partir alors, c'est à vous, je dirais, dans les règles du jeu que vous allez inscrire et rendre opposable à votre débiteur. Peut y avoir plusieurs facteurs pour récupérer le matériel loué. Soit c'est pas payé, ça justifie effectivement que vous récupériez le matériel, mais indiquez-le bien dans les conditions générales à ce moment-là.
Il suffit de dire, en cas d'impayé, nous réserverons la possibilité de récupérer le matériel. Ça paraît logique, mais il vaut mieux l'écrire. Pareil, défaut d'assurance du matériel par le locataire. Vous écrivez dans vos conditions, vous devez nous justifier dans un délai de 8 jours, ou même avant même on livre le matériel, que vous êtes bien assuré contre le vol, la casse, etc. À défaut d'assurance, on se réserve la possibilité de ne pas vous donner le matériel, vous le louez, ou alors de le récupérer si vous n'avez pas transmis cette police d'assurance dans les 8 jours. C'est à vous de fixer les règles du jeu. Voilà, votre matériel, il vous appartient. Donc en cas de location, attention, il peut disparaître, il peut être abîmé. Donc comment je fais pour me préserver de ça, pour sécuriser? Mais je le rappelle, la propriété, vous l'avez, elle n'a pas été transférée. Donc la clause de réserve de propriété, elle s'applique plutôt en cas de vente et de transfert de propriété. Et fixer les règles du jeu. C'est du bon sens un peu, hein, les conditions générales. Même, mettez-vous, sortez du cadre de l'entreprise quand vous louez quelque chose à quelqu'un, même à un ami ou quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous allez être hyper prudent, dire mais est-ce que tu as bien les moyens de me payer? Est-ce que, attention, il faut l'utiliser comme ça? Voilà, il y a des règles importantes. Pareil, hein, un matériel que vous louez, est-ce que vous êtes sûr que le client sait utiliser le matériel? Si c'est pas l'utiliser, vous avez un risque. Donc est-ce que vous avez une fiche technique qui permet d'expliquer? Et plus vous aurez d'éléments en faveur des explications pour vous préserver un problème, plus le débiteur aura du mal à dire mais vous me l'aviez pas dit, défaut de conseil, défaut de machin. Enfin, la mauvaise foi, elle est tellement facile, on en voit de toutes les couleurs. Donc prévoyez, soyez prévoyant, anticipez le problème, mettez-vous à la place toujours du client qui peut être de mauvaise foi. Cherchez, cherchez la situation la pire que vous pourriez vivre pour pouvoir la prévoir dans vos conditions générales. C'est du bon sens. Et concernant l'assurance, dans le cas où le client n'a pas forcément l'assurance, euh, ne couvre pas l'ensemble des cas que l'on a évoqués, est-ce qu'il est possible de faire valoir son assurance dans ce Alors, cas-là? interrogez quand même vos assurances pour savoir si ils couvrent malgré tout la perte, le vol ou les dégâts sur du matériel que vous louez. C'est possible, hein, il peut y avoir. Alors là, je suis pas dans le secret des assurances, mais il est possible que des compagnies puissent assurer. Normalement, elles vous assurent contre le vol, hein, mais il faut avoir déclaré aussi à votre assurance que vous louez votre matériel. Si l'assurance elle n'est pas informée de votre activité, elle va pas vous couvrir. Elle va vous couvrir pour le vol ou les dégâts de votre matériel quand vous l'utilisez. Mais la spécificité, c'est quand je loue à un tiers, est-ce que vous couvrez le vol? Ça peut le faire, j'en suis pas forcément sûr, mais interrogez vos compagnies d'assurance pour ça. Si c'est votre activité principale, peut-être qu'elle peut faire cet effort, mais vous savez, l'assurance, à partir du moment où elle maîtrise pas le risque, elle va se retirer, hein, du jeu. Donc, elle va peut-être justement vous imposer à ce que le locataire soit lui-même assuré. Et après, c'est votre assurance qui se retournera vers l'assurance du locataire, hein. Mais demandez, posez la question à votre compagnie d'assurance. Il faut l'informer, en tout cas, de votre activité de location, ça c'est clair. Très bien. Merci, ce sera tout pour l'instant. Ok. Donc je vois que le temps passe super vite, donc n'hésitez pas si vraiment il y a des questions. Ce qu'on peut, alors, il y a un poste aussi dans la dissuasion qui est important, la clause pénale. La clause pénale, si elle est bien mentionnée, voilà, 15% souvent, on met 15%. Ça fait partie encore des points qui peuvent mettre la pression sur un débiteur, un client. Si elle est bien exprimée dans les conditions générales, sur les factures, sur les bons de commande, etc., elle peut passer même en matière de référé. N'oubliez pas de la rappeler aussi dans la mise en demeure que vous envoyez.
Certains juges considèrent que si vous ne la rappelez pas dans la mise en demeure, ils se réservent de l'appliquer ou pas. Et quand vous avez des dossiers super carrés, avec toutes les mentions sur cette clause pénale, les pénalités et autres, honnêtement, le juge vous accorde tout. Donc ça peut être pas jackpot, mais en tout cas, bonne sanction contre le débiteur qui ne recommencera pas, ou en tout cas, tant mieux s'il ne recommence pas parce que vous avez rompu le contrat avec lui, parce qu'il y a des débiteurs, il faut savoir aussi s'en séparer. Mais la clause pénale, c'est important, c'est aussi très dissuasif. Sur les délais de paiement, là aussi, il y a des règles légales, vous les connaissez. Il faut savoir, point important, c'est que si vous n'indiquez pas de délai de paiement, par défaut, c'est 30 jours. Mais moi, je vous conseille à réception de facture. Pourquoi laisser 30 jours? Pourquoi laisser 45 jours, voire 60 jours? Commercialement, évidemment, à réception, c'est pas top. Mais vous pouvez aussi dire à vos clients, bon, t'inquiète pas, nous c'est à réception, mais tu pourras me payer toujours un peu plus tard. Si vous avez un bon relationnel avec vos clients, il n'y a pas de raison de lui accorder forcément ce qu'il veut. De toute façon, il ne peut pas vous imposer 90 jours, 120 jours, 160 jours. Même si dans les faits, quand on regarde les comptes clients, il y en a même à 300 jours. Enfin, c'est un cauchemar, ça peut être un cauchemar. Bon, ils n'ont pas le droit, mais vous l'avez accepté. Parce que finalement, la loi, elle est pour vous. Euh, les délais de paiement, ils doivent être maximum 45 jours, 30 jours ou 60 jours, mais pas de 90 jours. C'est à vous de fixer les règles du jeu aussi en termes de délai de paiement. Vous pouvez mettre 15 jours, 8 jours, 22 jours. Moi, j'ai vu un peu de tout hein, dans les délais de paiement. Le mieux, c'est la réception. Comme ça, le lendemain de la réception de la facture, vous faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de le mettre en demeure 24 heures plus tard. Donc, plus vous attendez, plus vous prenez un risque d'un impayé. Bon, maintenant, je comprends très bien qu'en face, on va vous dire, mais non, je ne payerai pas, je paye dans les 30 jours parce que j'ai moi-même besoin de me faire payer, etc. Enfin, c'est une chaîne de contrat, souvent, c'est comme ça. Mais soyez ferme sur les délais de paiement. Autre chose sur la stratégie de recouvrement, un peu, parce que ça, c'est du vrai opérationnel et ça vous permet d'éviter ces problèmes de trésorerie. D'abord, est-ce que dans vos dossiers, quand vous ouvrez un nouveau compte, vous faites des vérifications de solvabilité de votre nouveau client? Comment vous faites? Est-ce que vous utilisez le logiciel? Alors, je sais pas, Codinf, tu as peut-être des solutions aussi sur le sujet, sur la solvabilité des nouveaux clients. Tout, Euh, tout à fait, ouais. mais c'est essentiel parce que là, avant même de signer le contrat, qui es-tu, client? Et d'où viens-tu? Alors, si c'est un nom connu, il n'y a pas de souci. Et encore, maintenant, c'est plus. Hein. Même les gros ont du mal à payer ou mettent beaucoup de temps. Votre but, c'est quoi? C'est d'avoir du cash rapidement. C'est pas d'avoir du cash dans un an, même si vous êtes sûr de l'avoir. Il vous faut de la trésorerie. La solvabilité, c'est essentiel. Après, vous avez des informations blanches qu'on peut obtenir facilement sur Infogreffe. Même un CABIS donne beaucoup d'informations. Le Bodac, regardez les annonces sur le Bodac pour voir s'il dépose ses comptes aussi, hein, régulièrement, s'il dépose pas ses comptes. Et puis vous avez les assurances crédit aussi. Est-ce que si vous avez des assureurs crédit, euh, interrogez-les aussi pour savoir s'ils couvrent tel ou tel client, parce que eux disposent aussi d'informations. Voilà, il y a beaucoup de choses sur la solvabilité, mais c'est hyper important avant même de signer le moindre contrat, vérifier quand même à qui s'adresse à vous. Hein. Pareil, la veille dans le suivi du client. Est-ce qu'il paye toujours à bonne date? Est-ce qu'il paye toujours en retard? Est-ce que il est pénible? Tout ça, doit vous donner des éléments d'information pour savoir qu'est-ce que je fais avec ce client. Est-ce que je suis un peu plus strict avec lui parce que je sais que c'est une source de problème ou pas? Une fois que le client est entré dans la société, finalement, il y a un suivi à faire. Il ne faut pas le laisser. Voilà, vous prenez un risque
à vous dire, ça y est, c'est bon, j'ai signé avec ce client, il ne se passera plus rien, c'est une mine d'or. Bah, ça bouge, c'est vivant, hein. Le client, il est vivant et il peut faire très mal à la société. Euh, et vous, il faut vous prémunir contre les impayés. Stratégie et process de recouvrement. Et dans la gestion des litiges, là, bon, pareil, Codinf intervient au début avec des procédures de mise en demeure automatiques, c'est très bien. Maintenant, ce qu'il faut, vous, quel est votre process? Vous avez un client qui ne paye pas dans le délai que vous avez fixé de paiement. Donc, si vous êtes à 30 jours, bah, vous êtes obligé d'attendre 30 jours, hein, malheureusement. Mais au 31e jour, il faut que vous envoyiez une mise en demeure directe. Pourquoi attendre? Alors, je vois beaucoup de clients, enfin, des clients qui envoient un courrier simple, bonjour, vous n'avez toujours pas payé, s'il vous plaît, payez. À quoi bon? Vous pouvez être très gentil hein, sur le papier, mais ça sert à rien. En fait, il vaut mieux dire à votre client, même en amont, attention, j'en vois aussi qui font ça. La veille de la fin du délai, vous envoyez un courrier ou un coup de fil ou un mail en disant attention, cette facture-là vient à échéance demain, assurez-vous de bien payer. Déjà, vous réveillez un peu le client, qui a peut-être oublié, hein, il n'est pas forcément de mauvaise foi. Ensuite, quand arrive l'échéance, et le lendemain, bah, vous envoyez un autre mail éventuellement ou déjà une mise en demeure, et puis ça ne vous empêche pas, si vous avez un bon relationnel avec le client, d'appeler le client en disant attention, dans notre process, tu vas recevoir une mise en demeure, mais c'est sur le papier, pas de souci, on gère ensemble, voilà, te focalise pas. En fait, il faut toujours externaliser un peu le recouvrement parce que c'est pas du tout commercial, on est bien d'accord. Et puis, fixez-vous un process ensuite, hein, mise en demeure le lendemain, et au plus tard 8 jours, une deuxième, et puis après, vous prenez une décision. Hein. Parce que si vous faites 3, 4, 5 mises en demeure et que vous attendez 45 jours, 60 jours pour commencer à réfléchir, bah, votre débiteur, il est peut-être déjà en liquidation judiciaire, il est peut-être déjà en train de payer d'autres créanciers parce qu'il y en a d'autres qui sont un peu plus virulents, et vous arrivez, vous êtes la dernière roue du carrosse et il n'y a plus rien à prendre. Donc, soyez super rigoureux dans le process de recouvrement, dans la stratégie de recouvrement. Et la mise en demeure, elle est obligatoire. Il faut le faire de toute façon, quoi qu'il arrive, parce que même les juges demandent toujours une mise en demeure. Sachez quand même, s'il n'y avait pas de mise en demeure, on peut être très réactif. L'assignation en elle-même vaut mise en demeure. Ça, par défaut, ça une mise en demeure. Vous pouvez commencer par une injonction de payer, évidemment, aussi. Attention à l'injonction de payer parce que en cas d'opposition, vous revenez dans un circuit un peu long de procédure. Donc, c'est pas toujours la bonne solution. L'intérêt que je vois dans une injonction de payer, c'est que c'est pas contradictoire. Vous prenez un peu par surprise le débiteur. En gros, vous remplissez une requête d'injonction de payer, vous joignez les pièces. C'est un juge qui statue sur l'injonction de payer. En attendant, le débiteur il n'est pas au courant que vous avez engagé une injonction de payer et l'ordonnance est rendue par le tribunal. Il n'y a que vous qui êtes au courant. Vous faites signifier par un huissier. Vous faites exécuter, enfin, vous faites signifier d'abord. Il a un mois, le débiteur, pour faire opposition à partir du moment où la signification est faite à personne. Donc là aussi, c'est des petites problématiques de pur droit, mais faut savoir que si la signification n'est pas faite à personne, le délai ne commence pas. Et ce sera le premier acte d'exécution qui lancera le délai. Parfois, ça peut avoir son importance dans le cadre de l'opposition, puisque vous avez des oppositions qui se font souvent le lendemain de la fin du délai. Et là, celui qui fait opposition le lendemain de la fin du délai, il est irrecevable dans son opposition, et donc vous avez une ordonnance d'injonction de payer qui est devenue définitive. Quand même, ça peut être assez intéressant. Euh, à part l'injonction de payer, ça c'est la procédure euh, qui peut être instinctive et non contradictoire. Vous avez donc la procédure de référé. Le référé, c'est le juge de l'évidence. Attention au référé. L'évidence, il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable. Donc,
quand vous avez de la location de matériel ou de la vente de matériel, il faut que votre dossier soit carré. Le bon de commande signé ou un devis signé accepté ou un échange de mails qui soit clair, détaillé, qui permette de dire qu'il y a bien le cadre de la relation contractuelle qui s'est faite entre les parties, il n'y a pas d'ambiguïté. Les factures, bien sûr, on demande le paiement sur la base de factures, une pièce comptable. On ne peut pas demander à un juge de condamner quelqu'un alors qu'il n'y a pas une facture qui existe. À ce moment-là, au pire, il faut créer la facture au moment où on engage une action. Les bons de livraison aussi. Quand vous faites de la location de matériel, assurez-vous que le matériel a bien été livré ou qu'il vous a été restitué dans un mauvais état. Enfin, préservez-vous des preuves pour dire voilà, le matériel, on l'a bien livré sur tel chantier. J'ai un PV de réception. C'est pas évident non plus dans la pratique de faire signer. On est dans le bâtiment, c'est pas toujours facile. Vous livrez la bétonneuse sur le chantier, il y a peut-être personne sur place et vous repartez quoi. Ben non, là vous prenez déjà un risque. Faites signer un bon de réception, de livraison de la machine sur le tel ou tel chantier pour vous sécuriser et lancer tranquillement le délai de location et tout, puisque parfois vous avez des machines qui partent pour une semaine, un mois, vous savez pas, hein, enfin c'est souvent comme ça dans le matériel de chantier, c'est la durée du chantier. Donc derrière vous avez le débiteur qui va vous dire mais la machine non, moi j'ai eu que 10 jours, là vous ne me l'avez pas donné. Enfin, voilà, le débiteur de mauvaise foi, il est très imaginatif. Et pareil, dans le dossier contentieux, sur l'état du matériel que vous avez loué, je vous disais tout à l'heure, faites un état des lieux, mais rien ne vous empêche aussi de faire constater par l'huissier, quand c'est du gros matériel bien lourd, faire un constat d'huissier avant de louer ou de mettre à disposition le matériel. Et puis quand on vous le rend, pareil, un constat d'huissier contradictoire, hein, bon, ça suppose quand même un process de convoquer un huissier, mais quelque chose de contradictoire qui vous permette de faire un état des lieux aussi de restitution avec le client. Il est mieux que ça soit contradictoire parce qu'on pourra toujours vous opposer sinon que le non contradictoire, j'étais pas là, ça se trouve c'est vous qui avez abîmé le matériel quand je vous l'ai rendu, moi je l'ai rendu en parfait état. Voilà, constituez-vous le maximum de preuves pour avoir un dossier hyper carré et pas un grain de sable. Et quand vous avez un dossier super carré, vous arrivez devant le juge, euh, vous ne dites rien, c'est le juge qui a déjà fait sa décision, parce que souvent on envoie les dossiers un peu avant, et le juge il considère que le dossier est propre, carré, vous n'avez rien à dire et vous obtenez gain de cause. Donc il faut mâcher le travail. Un juge, c'est comme un enfant de 8 ans ou 10 ans, comme vous voulez. Il faut lui mâcher le travail. Moins il réfléchit, mieux c'est. Donc il faut être très clair. À partir du moment où vous avez des documents un peu flous, c'est un peu le bazar, déjà il y a un petit grain de sable. Et il faut adapter la procédure en conséquence. C'est peut-être pas le référé qui sera utile. Alors l'injonction de payer pourra toujours être envoyée, mais si on part sur du vrai judiciaire, s'il y a un grain de sable, il faut saisir le juge du fond. Mais là, vous partez sur 6 mois, 1 an de procédure. Donc là, quand vous êtes un débiteur de mauvaise foi, bah, vous êtes content, hein. Vous dites, bah, j'ai gagné 1 an, quoi. J'ai gagné 1 an. L'injonction de payer aussi, comme je vous dis, hein, en cas d'opposition, vous retournez dans un processus de procédure longue et donc il peut y avoir des débiteurs qui fassent opposition, même s'ils doivent l'argent, juste pour gagner du délai. Dans la stratégie, il faut faire attention vraiment à voir. Mais plus le dossier est carré, mieux ce sera de toute façon pour vous. Je vois que le temps est super vite passé. Il y a peut-être des questions. Alors, j'ai pas plus de questions dans le chat, mais s'il y a des personnes qui ont des questions qui n'ont pas été répondues à ce stade, bah, je vous invite à les poser là maintenant, activer votre micro et à poser. On va avoir peut-être voilà, 5-10 minutes maximum d'échange. Allez-y, hein. C'est vrai que j'ai brassé assez largement le sujet, hein, mais n'hésitez pas, parce qu'il y a il y a le papier qui existe, la dissuasion écrite, mais le monde opérationnel n'est pas toujours le même. Donc c'est ça qui doit vous enrichir vos expériences et vos documents. C'est moi ce que je vois tous les jours au tribunal.
on peut avoir des mauvaises surprises et chaque juge est un peu différent. Mais c'est vrai que de manière générale, comme je vous dis, hein, moi, vous lui demandez de réfléchir, plus c'est carré, mieux c'est. Donc, pour être très carré, faut vraiment anticiper le risque dès le départ et dès ce que je disais tout à l'heure, même la solvabilité du client. Rien que ça. Vous ne faites pas entrer le loup dans la bergerie. Avant ça, vous contrôlez à qui vous avez affaire. C'est facile à dire parce que vous avez besoin de trésorerie. Donc, chaque nouveau client, bah, vous lui dites, ça y est, je vais euh, rentrer dans mes chiffres, faire du chiffre d'affaires. Mais si derrière, c'est pour que votre compte client il grossisse, ça va vous mettre en danger. Et le nettoyage des comptes clients, c'est pas toujours évident, surtout quand vous avez des créances très anciennes. Si vous avez encore la chance d'avoir le débiteur vivant et une bonus, c'est bon. En ce moment ça dépose énormément. Les petites sociétés déposent beaucoup et facilement. Les mandataires, pour le coup, ils sont bien chargés. Ils cherchent pas de clients là. Donc n'hésitez pas, voilà, alors, toutes les questions sont bonnes à poser, hein, même. Voilà, même en mode opérationnel, comment ça se passe, les procédures, hein, je le vois tous les jours par rapport aux documents qui me sont demandés par les juges. Mais c'est vrai que si vous voulez simplifier au maximum le truc, le tampon sur la facture, ça reste quelque chose de très probant et ça passe. Ça passe. Si vous voulez vraiment aller très vite dans la relation contractuelle. Dans la location, c'est un peu chaud quand même, mais les bons de livraison. On me demande à chaque fois les bons de livraison de la machine qui est louée. C'est ça, c'est les débiteurs, quand ils veulent contester, ils disent: «J'ai pas reçu la machine sur le chantier, on me l'a jamais louée», et là, vous vous retrouvez un peu mal, hein, parce que finalement, vous l'avez réellement envoyé sur le chantier, mais le débiteur va vous opposer, montrez-moi le bon de livraison de la machine parce que moi j'étais pas sur chantier, c'est pas parce que mon préposé l'était, qu'il l'a reçu, et cetera et ça on est mal. Vous avez raison, vous êtes de bonne foi, mais vous n'arrivez pas à le démontrer Mhm. et même l'assurance, hein. L'assurance, vous savez mieux que moi, les compagnies d'assurance, elles vont vous serrer la vis au maximum pour garantir votre perte, votre vol, votre, bris de machine, si vous ne lui montrez pas un dossier carré, c'est presque l'assurance qui est plus stricte que le juge, hein. J'ai une question alors, sur les limites des clauses que l'on peut mettre dans les conditions générales de vente. Est-ce qu'il y a des clauses à exclure? Est-ce qu'il y a des clauses qu'on ne peut pas intégrer aux conditions générales de vente? Évidemment, tout ce qui est clause illicite ou illégale, non, mais est-ce qu'il y a Alors, des recommandations? ouais, C'est assez des vague clauses comme interdites, question. il peut y en avoir. En fait, tant qu'on vous oppose pas, faut se mettre dans la peau des deux parties quand vous rédigez des conditions générales. Euh, vous allez imposer des contraintes, vous avez le droit d'imposer ce que vous voulez, c'est vos machines, c'est votre matériel. Votre but, c'est que en face, il le loue et qu'il vous paye et qu'il vous restitue la machine en bon état. Bien sûr, si vous êtes trop contraignant dans vos clauses, ben, vous n'allez pas avoir beaucoup de clients qui vont accepter, ils vont aller ailleurs, hein. Donc, clause interdite, j'ai pas d'exemple de clause interdite. C'est quand même assez rare d'avoir des clauses interdites parce que sinon, personne ne viendrait signer. Moi, ce que je vois et ce qui est important d'insérer dans les clauses, c'est de se réserver cette propriété, c'est l'assurance aussi qui est essentielle de votre matériel, de justifier, de faire justifier par le locataire qu'il est bien assuré. Votre but, c'est de faire du gain, de la rentabilité sur votre matériel. Donc, comment je fais pour me préserver, fixer les règles du jeu pour que tout aille bien et que je puisse louer rapidement et efficacement à un client et à un autre derrière. Quel est mon process? Euh, À vous. Si c'est trop lourd, bah, en face, on va vous l'opposer, hein. Ils lisent les clauses, c'est pour la plupart, hein. Ils vont vous dire ça, attends, je suis pas d'accord. Tout est négociable, hein. Les conditions générales sont négociables, hein.
Et vous n'êtes pas obligé d'accepter non plus ce qu'on peut vous imposer, parce que vous pouvez aussi avoir un plus gros que vous qui va vous imposer des délais de paiement. Si, dans les clauses interdites, c'est quelqu'un qui vous imposerait un délai de paiement à 90 jours ou à 120 jours. C'est une clause interdite. Alors une clause interdite, elle serait non opposable, on pourrait considérer qu'elle est réputée comme non écrite à ce moment-là. Un juge pourrait le dire. Tant que vous saisissez pas un juge, de toute façon, les clauses restent entre vous. C'est au moment où vous allez saisir un juge pour dire, attendez, cette clause-là, elle est effectivement illégale, donc elle est réputée non écrite ou elle n'est pas opposable. Moi, on ne peut pas m'imposer 90 jours ou 120 jours en paiement, en délai de paiement. C'est pas possible. Après, si vous avez des exemples de clauses, dites-le moi, hein, y réfléchir Ouais. ensemble, hein. En tout cas, merci. On va arrêter là. Je pense qu'il est midi 5. Merci à chacun. Merci d'avoir participé à cet échange. Euh, Jean-Gratien, sauf erreur de ma part, on va peut-être envoyer un résumé quelque part de cet échange, Ouais, du je moins peux, ouais, les bien sûr. explications, pour que tout le monde puisse savoir les différents points qu'on a abordés et avec les coordonnées également de Maître Blandel. Si vous avez des questions, vous voulez poursuivre voilà, ces échanges et que vous avez peut-être des dossiers en ce moment sur lesquels vous avez besoin de conseils, je suis sûr, ravi de pouvoir vous accompagner sur ces dossiers. Merci encore, Jean-Gratien, pour cet Ben, échange, merci à cette vous tous discussion. et toutes. Et merci au DLR. Donc, on vous enverra un mail avec, vous aurez l'enregistrement de ce webinaire, la présentation, enfin un résumé des échanges qu'on a eus avec les différents points abordés par Maître Blandel. Et puis si vous avez des questions, on est là aussi pour vous accompagner sur l'ensemble des sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, sur la prévention, le renseignement, la surveillance et le recouvrement. C'est vraiment là notre mission et ce partenariat que l'on a avec le DLR depuis maintenant 15 ans, où on accompagne des entreprises de votre filière sur ces sujets. Donc, à votre disposition aussi pour répondre à vos questions. Et merci encore au DLR pour cette occasion. Passez une très bonne journée et un très bon week-end. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.